une expérience sur le terrain, où on regarde un peu comment est-ce qu'on peut promouvoir des comportements plus durables. Comme Emmanuel a dit, j'essaie de faire un lien de notre recherche avec la perspective comportement des consommateurs et l'économie circulaire. Et tout à la fin, comme vous l'avez vu aussi dans le résumé, peut-être j'ai encore une réflexion à partager sur l'incidence de la recherche universitaire que je trouvais important pour finir un peu cette brochure. Moi, je préférerais, si jamais il y a des questions, de les poster immédiatement pour que ça soit plus interactif. Je ne suis pas très bon avec le multitasking, alors je ne vais pas regarder le chat, je ne peux pas, mais je vois les mains. Je vais situer notre recherche. C'est dans la recherche de comportement des consommateurs. On sait que notre comportement en tant que consommateur a un impact important sur l'environnement. Ce n'est pas nécessairement une question de est-ce que je vais utiliser une tasse réutilisable pour boire mon café ce matin ou non. C'est plutôt une question de toutes nos décisions cumulatives. Ce qui est important à noter, c'est que oui, les décisions durables ont des avantages environnementaux et sociétaux, mais ces avantages ne se matérialisent que beaucoup plus tard. Et souvent, les individus ne se rendent pas toujours compte. Et ça veut dire, d'un point de vue psychologique, que les décisions impliquent presque toujours un traitement du système 2. Alors, dans la psychologie, on distingue ces deux types de processus qui, normalement, ont tendance de fonctionner en parallèle dans toute tâche. Alors, il y a toujours un système 1 qui est plus affectif, autonome, associé à un traitement rapide. Il y a le traitement du système 2 qui est de nature cognitive, associé à un traitement plus raffiné et plus délibératif. Alors, si on prend un exemple, disons la décision d'aller à l'école, soit dans mon cas, c'est avec le bus, le 51, ou avec la voiture. Et je pars de mon garage à la garage d'HEC Montréal, c'est super confortable, c'est ça. Alors, le système 1 est comme, oui, il fait ça, il fait froid, tu ne veux pas attendre à l'extérieur, tu ne veux pas aller à l'école avec des super belles chaussures, tout ça. Alors, prends la voiture. Puis, il y a le système qui est plus délibératif, le système 2 qui dit, mais voyons, c'est mieux de prendre un transport en commun, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour le futur, tout ça. Ce que ça veut dire que ces deux systèmes font de la durabilité un défi, parce que presque toujours, il faut passer outre le système 1 et passer outre une solution qui est à court terme plus attirante pour une décision qui prend plus d'efforts, je veux dire. Alors, la question qui a motivé aussi notre recherche ici, c'est comment est-ce qu'on peut réduire l'effort qui est impliqué dans la prise de décision. Et là, on se tourne vers les nudges. Les nudges font partie de ce qu'on appelle l'architecture de choix. Alors, chaque de nos décisions est prise dans une certaine architecture. Ça veut dire la façon dans laquelle la courbe ou le cercle monte les différents repas, l'ordre va influencer notre décision. Ce point est important parce que tous les gens qui sont des supporters de l'architecture de choix, parce qu'il y a aussi un criticisme autour de ça, disent toujours que une décision sans architecture ne peut pas exister. Alors, c'est ça l'idée. Les architectes de choix maintenant utilisent les connaissances comportementales pour organiser et présenter les options de choix dans le but d'influencer et d'aider les individus à prendre de meilleures décisions. En ce qui concerne la santé personnelle, en ce qui concerne l'épargne, la consommation d'énergie, la consommation verte, par exemple, tout en leur laissant la liberté de faire d'autres choix.
Les outils de l'architecture de choix les plus communs sont par exemple les défauts. On pourrait penser à l'option d'imprimer en recto verso par défaut. Ça, c'est un défaut qui rend tous les impressions un peu plus durables, si on veut, et les nudges. Puis les nudges, ça constitue littéralement un coup de pouce. Alors, on veut promouvoir, inciter les gens à prendre une décision ou à adopter un comportement qui est désirable d'un point de vue sociétal et de l'environnement, sans créer d'interdiction et sans changer les incitations économiques. Un exemple, parce qu'on est souvent motivé ou influencé par les comportements des autres autour de nous. Les informations qui font référence à des normes sociales descriptives fonctionnent par exemple très bien. Voici l'exemple de cette recherche de Goldstein et al. De 2008. Alors, ils ont fourni des accroches-portes avec des informations sur la consommation d'énergie des clients qui ont précédemment résidé dans cette même chambre. Et ça a vraiment motivé les gens à minimiser leur consommation d'énergie. Alors, ça, c'est un nudge. Nous, ce que je vais présenter ici ou proposer, c'est un nudge qui est très spécial. C'est l'idée des attributs traduits. Alors, les attributs traduits peuvent servir de repères décisionnels, des panneaux, et inciter les gens à choisir l'option la plus durable. C'est ça l'idée. Alors, à la base, c'est vraiment simple. On veut exprimer le même attribut dans différentes traductions. L'information à la base ne change pas. Et les différentes traductions puissent activer différents objectifs. C'est ça l'idée du panneau. Alors, vers là-bas, si ça, c'est un objectif qui est lié avec des propres objectifs personnels. Ce qui est intéressant de ce type de coup de pouce, de nudge, c'est parce que ça fonctionne que pour ceux qui ont déjà des valeurs et des attitudes qui correspondent au comportement souhaité. Parce que souvent, un autre criticisme, c'est avec les nudges, on met un peu toute la population dans la même boîte et on dit « fais tout ça ». Mais les attributs traduits, et c'est ce que mon collègue Christophe a montré dans son papier en 2018, c'est que ça fonctionne seulement pour les gens qui ont des valeurs et des attitudes qui correspondent à ça. Un exemple classique qui est aussi utilisé dans sa recherche originale, c'est l'étiquette d'économie de carburant, où on a aussi des différentes mesures d'impact. On a des informations concernant la consommation de carburant. On a des informations économiques ou monétaires qui sont liées au coût annuel en carburant. On a aussi des informations sur les grammes CO2 par kilomètre et aussi le score sur un indice de dioxyde de carbone. Alors, voici une traduction environnementale. Ce qui est important, c'est de souligner qu'à la base, on utilise le même type d'information. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence en termes de contenu d'information dans les différentes traductions. Et c'est aussi clair que les différentes traductions sont presque parfaitement corrélées. Alors, si le litre par 100 km diminue, le coût annuel en carburant va aussi diminuer. Alors, ils sont tous corrélés. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui est montré dans ce papier Management Science, c'est que les gens, ils sont même conscients de ça. Ils disent, oui, je comprends, c'est parfaitement corrélé, mais ça fait quand même une différence. Quelle traduction ils voient. Alors, c'est ça qu'on regarde un peu, cette idée d'un attribut traduit. Il reste encore un problème. Donc, quelle mesure est-ce que l'information selon laquelle le véhicule consomme 181 grammes de CO2 par kilomètre était utile?
Alors, c'est peut-être une question à vous. Il y a peut-être quelques-uns pour lesquels c'est plus utile que pour des autres. Pour moi, ou pour nous, Christophe et moi, ça ne donne pas beaucoup. On n'a pas vraiment quelque chose en tête quand on parle de 181 grammes de CO2. Alors, un panneau de décision, ça pourrait être super utile, mais seulement si on comprend la signification. Et je vous montre ici un bel exemple, c'est le panneau pour cul-de-sac en Autriche. Je sais que ce n'est pas le même dans les autres pays. En Amérique du Nord, j'ai vu des blogs sur comment c'est bizarre d'avoir cette panneau. Alors, ce qu'on suggère dans cette recherche, c'est d'utiliser une traduction qui est tangible, qui est où c'est très facile d'avoir une image en tête, et c'est un arbre. Et on se base ici à des calculs de l'Université de Life Sciences à Vienne, qui ont créé un arbre européen moyen qui est calculé à la base de 6 espèces d'arbres qui sont les plus courantes et qui couvrent à peu près 70% des arbres qu'on trouve en Europe. C'est pin sylvestre, pin maritime, épicéa, bouleau, chêne et hêtre cuivré. Et cet arbre moyen a une croissance moyenne de 60 ans. Et dans ces 60 ans, cet arbre va absorber 1752 kg de CO2. Et c'est 148 grammes de CO2 par jour. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chaque fois que nous économisons grâce à une activité, une décision, un comportement respectueux de l'environnement, nous avons sauvé la capacité quotidienne d'un arbre. Alors, c'est ça un peu l'idée. Alors maintenant, comme je dis, on a des expériences en ligne et une expérience en terrain où on veut montrer comment les arbres pourraient être utilisés comme attributs traduits et poussent les champs à prendre des décisions plus durables. Alors, dans la première étude, on a fait une type réplication du projet de Christophe. On a commencé avec des tâches de choix. C'est un peu comme des analyses conjointes où les participants ont vu 9 comparaisons des produits qui différaient par le prix et aussi en termes d'impact environnemental. Et l'impact environnemental était soit montré dans une traduction en arbre, soit dans une autre métrique qui est spécifique au domaine, par exemple le miles per gallon, les kilowattheures pour un appareil électrique et les kilomètres alimentaires. On a aussi mesuré, et ça c'est important, les attitudes environnementales avec l'échelle New Environmental Paradigm. Et ça c'est parce notre hypothèse, c'est que la traduction en arbre va seulement fonctionner pour les gens qui ont déjà des attitudes environnementales très élevées. Ça c'est l'idée de notre attribut traduit. On a aussi des mesures démographiques. Et effectivement, ce qu'on voit dans les résultats, c'est très prometteur. C'est que, alors ce qui est intéressant dans cette graphique, c'est la ligne noire en noir. On voit toujours cet effet que pour les gens qui ont un faible score de NEPR, alors où les attitudes environnementales ne sont pas très prononcées, le fait de voir des arbres ne fait rien. Mais pour les gens qui ont des attitudes environnementales, les arbres leur aident vraiment à prendre des décisions. Alors voici, on a une moyenne de la probabilité de prendre le choix plus durable dans 9 choix. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est vraiment cette tendance dans la ligne blanc, je m'excuse, noire qui nous intéresse.
Bon, alors, dans une deuxième étape, on voulait voir si ça fonctionne aussi dans une tâche de choix un peu plus complexe, je veux dire. Alors, on a fait une étude sur les bundle decisions, décisions. Je ne sais pas comment, je ne trouvais pas de mot pour traduire bundle, alors je l'ai laissé comme ça. L'idée, c'est que vous êtes dans une situation de de choisir des vacances. Ce sont des vacances en Europe et plus spécifiquement un trip de Londres à Paris. Alors, vous devrez choisir un vol qui est montré dans ce cas. Alors, on utilise différentes mesures d'impact qui sont vraiment utilisées. Voici, il y a des Climate Efficiency Points qui sont donnés par l'OBNL Atmosphère, qui donne des informations sur la durabilité des différentes entreprises aériennes. On a montré des informations. Alors, il y a un choix où les gens devraient choisir un de 4 différentes options de vol qui sont différents en termes de prix. Le plus durable est toujours le plus coûteuse, comme dans la vraie vie, normalement. Et on voit l'impact soit en termes d'arbres ou dans des autres mesures. Alors, il y a le vol, il y a un hôtel. Alors là, on voit des informations soit en termes d'arbres, soit en kilowattheure. Il faut choisir un tout inclus avec soit des ingrédients qui sont vraiment locaux, régional, national ou global. Il faut choisir un tour de Paris avec des différents types de bus. Voici la consommation d'essence est soit montrée en termes d'arbres ou en kilogrammes de CO2. Puis il faut aussi on veut faire un petit trip à Versailles, alors on va prendre une voiture de location et encore une fois, on a des différences en termes de mesures d'impact. Alors, voici encore une fois l'aperçu de tout ça dans chacun des choix, avion, hôtel, tout ça. On a 4 différentes options. Et par exemple, ici, dans la condition medium low, on voit qu'on a affecté les participants de façon aléatoire, soit dans une condition mélange, où ils ont vu tous les différents mesures d'impact, soit dans la condition des arbres. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit de façon consistante que la moyenne, et maintenant on a traduit tout ça en termes de kilogrammes CO2, la moyenne est toujours de façon significative plus faible dans la condition d'arbre que dans la condition mélange, sauf pour ce que vous voyez ici, location de voiture, on a un peu le même montant. Ça veut dire que c'est ce qu'on a normalement dans la vraie vie. On prend une série de décisions où l'impact est souvent montré dans les différentes traductions. C'est comme un peu à l'époque en Europe, quand on est allé d'Autriche vers l'Italie et Slovénie, dans chaque pays, il y avait une autre monnaie. C'était toujours très difficile de savoir qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce qu'on était 2 semaines en Italie avec les liras et après on est revenu en Autriche et pensait tout est super, coûte pas cher. Ce n'était pas le cas. Alors, c'est ça un peu l'idée de ces différentes mesures. La troisième étude, c'est maintenant l'expérience sur le terrain. Et ça, c'était quelque chose, on a réfléchi un peu dans quelle situation est-ce qu'on voit cette situation dans la vraie vie. Et c'était un moment où moi, j'ai regardé mon téléphone intelligent et je vois l'information suivante. C'était dans mon application de Bixi. Et c'était une information concernant mon dernier trip de la station de Brébeuf-Saint-Grégoire à la station Berry-Rachel. Et on voit ici très bien cette idée des attributs traduits. À la base, c'est toujours la même information. Et selon Bixi, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les informations de la position géographique de la station de départ,
puis l'information géographique de la station de la fin, ainsi que la durée, ce qui sont 9 minutes 25 secondes ici, et ils vont calculer un trajet probable. Et ce trajet est de 1,88 km. Et à la base de cette information, il me donne des informations sur les CO2 que j'ai évité, les calories que j'ai brouillées, les litres d'essence que je n'ai pas utilisé parce que je pris le Bixi plutôt qu'une voiture. Alors ça, c'était un peu l'inspiration, ben, c'était le sujet de notre expérience en terrain. Alors, on a fait ça avec Bixi. Et ça, c'était un peu plus compliqué en termes de design parce qu'au début, on a fait un recrutement de participants. On voulait avoir des participants qui n'ont pas encore utilisé le Bixi parce que j'imagine qu'il y a aussi quelques-uns parmi vous qui ont déjà un abonnement. Et normalement, on utilise Bixi déjà avec un certain objectif, soit de trouver un moyen de transport plus actif, soit de trouver un moyen de transport plus respectueux de l'environnement. Il y a des différents objectifs déjà. Alors, on voulait vraiment des blank sheets. Et on leur a donné un abonnement de 30 jours. Ça, c'était subventionné par une subvention de développement savoir de CRSH. Ouais. Et puis, dans ces 30 jours, on a donné des rétroactions. Et ça, c'est le traitement, parce que dans les rétroactions... Okay. Question? Non. Un micro qui est allumé. Je pense que je peux le muter. Puis il y a un premier questionnaire où on a mesuré les mêmes attitudes environnementales. On a aussi demandé des self-reports en termes de combien de temps est-ce que vous utilisez les différents moyens de transport, les autres questions démographiques, tout ça. Puis après, il y a les 30 jours. Il y a des rétroactions après tous les 10 jours. Et là, on a affecté les participants de façon aléatoire, soit dans une condition arbre, dans une condition CO2 ou dans une condition dollar économisé parce qu'on n'a pas mis de l'essence dans la voiture. Il y a un deuxième questionnaire justement après les 30 jours. Là, on a aussi inclus des variables qui étaient intéressantes pour Bixi, la satisfaction avec les bicyclettes, tout ça. Et après, encore un mois plus tard, parce qu'on voulait aussi avoir un sentiment, est-ce que ce type de rétroaction, cette nudge, est-ce que ça nous donne aussi un effet à long terme? À long terme, c'est un mois, mais quand même. Puis à la fin, on a donné 15 $ à chaque participant qui a vraiment complété tous les 3 questionnaires. Et pour les 15 $, on a dit maintenant, vous avez la possibilité de choisir combien de ces dollars vous voulez mettre vers une carte cadeau sur Amazon ou vers One Tree Planted pour chaque dollar planter un arbre au Québec. Alors ça, c'était encore une mesure qu'on a inclus afin de savoir est-ce qu'on voit aussi un effet de spillover, de comportement à la base à quelque chose à la fin. Spoiler, ça n'a pas fonctionné, mais c'était l'inverse, ce que je trouve très intéressant. Et on est encore en train d'essayer de trouver un peu ce mécanisme qui est à la base. Ça pourrait être parce que les gens qui ont déjà, qui étaient déjà dans ce mode de penser que prendre le Bixi est super environnemental, mais maintenant, il ne faut vraiment pas mettre des dollars à des arbres. Je peux même comme donner moi-même un cadeau. C'est un mécanisme de moral licensing. J'ai déjà fait une bonne chose. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Alors là, on essaie encore de isoler un peu l'effet. Ce qui a fonctionné, et on y va dans une seconde,
c'est le comportement, et ça, c'est bon. Voici les différents messages. Alors, ce sont des messages individualisés. On a reçu les données de Bixi. Alors, les utilisateurs, les participants de cette recherche ont reçu des rétroactions, des courriels personnalisés. J'ai dit, cher Emmanuel, c'est utilisateur de Bixi. Dans les derniers 10 jours, dans les derniers 20 jours, vous avez parcouru 34 km et après, on a un attribut traduit. Et c'est soit, comme ici, les dollars, c'est soit une mesure de un kilogramme de CO2 ou ce sont des informations concernant des arbres. Ce qu'on voit, la graphique n'est pas idéale, mais ce qui est important, c'est de voir les différents points de ces conditions en termes de distance, mais aussi en termes de trip, et de voir comment la ligne verte, la condition avec la rétroaction monétaire, avec l'attribut traduit économique est la plus faible. Alors, en termes de le nombre de voyages, on voit les moyennes au-delà des ventes pour la condition arbre et pour la condition CO2 et 7 pour la condition dollar. Et en termes de distance, on voit aussi que les gens qui ont reçu de la rétroaction en termes des arbres sauvés ou de CO2 évités ont parcouru beaucoup plus de kilomètres que les gens qui ont reçu une information monétaire. Et ça, c'est un peu l'idée de dire, voici, on peut pousser les gens, on trouve une façon de communiquer l'impact qui va vraiment pousser les gens à encore renforcer ces comportements durables. Ce qui était aussi intéressant, c'est, et ici on voit seulement la différence entre le questionnaire 1 et le questionnaire 2, c'est comment la moyenne a changé en termes de différents moyens de transport. Alors c'est clair que marche et vélo, la moyenne va augmenter puisqu'on a donné aussi l'abonnement de Dixi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'aussi le transport en commun a augmenté et le nombre de prendre la voiture a diminué. Alors ça, c'était très rassurant pour nous en termes de, ça c'était rassurant pour Bixi, parce que ça a aussi du sens pour les entreprises. Quand on a demandé quelle est la probabilité d'obtenir un nouvel abonnement en 2019, la moyenne était différente de façon significative entre les conditions CO2 arbre qu'avec la condition dollar. On voit aussi une tendance vers une plus grande probabilité de recommander Bixi à des amis dans les conditions CO2 et arbres. Bon, les liens potentiels avec l'économie circulaire. Alors, à la base, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Il n'existe pas beaucoup de recherches sur le point de vue des consommateurs sur l'économie circulaire. Cette revue systématique de Merli et al. En 2018 a trouvé seulement 2 papiers. Alors, il n'y a pas beaucoup. Le problème qu'on voit souvent, c'est que les consommateurs ne connaissent pas le cycle de vie complet de leurs produits. Alors ça, c'est un des défis. On voit de plus en plus l'analyse de cycle de vie qui est utilisée par les entreprises, mais de la part des consommateurs, c'est pas vraiment clair. Et l'idée, c'est que s'ils connaissent tout ce qui va entrer dans la composition du produit, alors dans la production, ils pourraient choisir plus soigneusement parce qu'ils réalisent à quel point ça coûte des ressources, de l'énergie, tout ça. Et s'ils connaissent aussi les conséquences de leur décision d'élimination, disposal decisions, là aussi, ils pourraient choisir différemment. Alors, le problème, c'est qu'on voit seulement un chandail. On ne voit pas qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui va arriver après. Et même si on trouve des informations, la question reste un peu
est-ce que les consommateurs sont capables de comprendre ce type d'information? Et là, c'est où j'aimerais faire ce lien avec nos recherches en termes des attributs traduits et surtout des attributs comme les apps, qui sont vraiment tangibles euh, pour communiquer cet impact. Voici, c'est un exemple que je trouve très intéressant. C'est une entreprise suédoise, Asket, qui fournit un impact receipt. Et on voit vraiment ici les matériaux premiers et combien ça coûte, c'est ce qu'il dit, true cost, en termes de l'eau, en termes de CO2, en termes d'énergie, tout ça. Alors, on voit ici beaucoup d'informations. C'est clair, il y a des coûts total. Encore une fois, comme consommateur, c'est important et c'est nécessaire d'avoir ce type d'information, mais la question est, est-ce qu'il y a une façon de le représenter d'une manière qui est un peu plus approachable, je veux dire, que d'avoir des kilogrammes CO2, joules pour l'énergie. Mieux traduit, Oui, exactement. peut-être. Alors, et c'est intéressant parce que dans une prochaine recherche avec Équiterre sur la tendance vers des véhicules énergivores, on a testé les différents messages sur les publicités, un peu comme on le voit dans l'Union européenne, où c'est obligatoire de mettre des informations sur les émissions. Et nos participants ont dit, mais c'est comme une autre langue, ça me dit rien. Alors, c'est ça vraiment le problème. Et je trouve ça, et je m'excuse, c'est tout en allemand, mais c'est un exemple de Berlin, Better World Cup. C'est une initiative de pousser les gens à utiliser des tasses réutilisables. Ils donnent aussi des informations sur les différentes, voici l'impact en termes de grammes CO2. Et c'est intéressant, mais si maintenant je me demande qu'est-ce que ça, pour revenir un peu tout au début, que c'est pas la décision en soi, est-ce que j'utilise une tasse réutilisable ou non, c'est le cumul de toutes mes décisions. C'est le fait que j'utilise une tasse réutilisable et après, je me demande, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau chandail parce que je vois l'impact de tout ça. Mais comment est-ce que je compare les mégajoules de mon chandail avec les grammes pour les tasses réutilisables? Et c'est ça le défi, et c'est ça où on est très... ben, on trouve que on espère que ça fonctionne parce qu'on a vu dans la deuxième étude avec les différentes décisions que effectivement, si on peut comparer toutes les décisions dans la même langue, je veux dire, les consommateurs prendre des décisions qui sont plus durables. Voici aussi un autre exemple. Je m'excuse encore une fois en allemand, mais ce qui est intéressant, c'est, vous voyez ici au milieu que les tasses qui ne sont pas réutilisables causent 2400 tonnes de déchets par année, seulement à Berlin. Et ça coûte, et voici encore une fois une traduction en termes d'arbres, 2600 arbres seulement pour les tasses non réutilisables. Alors, c'est quand même important en termes d'image. Et je pense que là, on a du potentiel de faire ce lien entre les natchez et l'économie circulaire pour rendre les consommateurs plus conscients de toute cette cycle de vie. Et pas seulement voir s'il y a un label Organic Cotton, mais de voir aussi qu'est-ce que ça donne après ça. À la fin, comme j'ai annoncé ma réflexion, je pense qu'il est important de voir aussi comment nos recherches à l'université peuvent apporter à des objectifs de développement durable. On s'attend que les entreprises le font, les consommateurs, tout le monde. Alors, nous aussi, en tant que chercheurs, on devrait se poser cette question.
évidemment, il y a l'aspect, je veux dire évident, il y a des recommandations qu'on peut fournir en termes de comment encadrer les messages liés avec des comportements durables. Euh, des recommandations qui sont liées avec l'objectif 12, consommation responsable, objectif 13, c'est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Mais c'est aussi une question, comment est-ce qu'on, dans la conception de nos études, qu'est-ce qu'on fait afin de rendre la recherche en soi, même si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas de résultats significatifs, mais la recherche en soi plus durable. Et là, on est très fiers parce qu'on n'a pas beaucoup de monde dans l'expérience en terrain. Ce sont seulement 160 participants, mais ils ont cyclé plus de 13 000 km. Ils ont brûlé plus de 350 000 calories, économisé plus de 1200 litres d'essence et plus de 3000 kg de CO2. On a aussi, à l'aide de nos participants, planté presque 700 arbres au Québec. Ça, c'est dans la conception de notre recherche qui ont aussi contribué à l'objectif 11, ce sont les villes et communautés durables. Alors, comment est-ce qu'on peut promouvoir une façon de transport plus respectueux à l'environnement et plus active, et aussi la vie terrestre avec les nouveaux arbres qui sont au Québec grâce à cette expérience de HEC et Bixi. Bon, c'est ça de ma part. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Verena, donc, pour cette présentation très, très riche, très intéressante qui mélange à la fois des méthodes, des méthodologies, des préoccupations qui sont à la fois conceptuelles et très pratiques et qui sont importantes, effectivement. Maintenant, est-ce que on a du temps pour des questions? Donc, qui souhaiterait commencer avec une question? Oui, moi j'aurais une question. Samuel? Oui, bonjour, bonjour Verena, Bonjour. content Allô, de vous Samuel? revoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci, merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question qui est un peu liée à ma propre situation. Là, je suis actuellement conseiller développement durable pour une compagnie d'emballage de plastique. On est plus dans le domaine du B2B. Fait que de ce que je comprends un peu plus, les nudges, c'est vraiment une approche qui est plus envers le consommateur finaux. Mais ce genre de culture-là, ce genre de mode de pensée marketing, est-ce qu'il s'applique d'une quelconque manière à un système B2B? Si oui, quels sont les musts à tenir en compte dans ce genre de stratégie? Tu sais, à la base, ce sont tous des individus qui font les mêmes processus décisionnels, qui ont les mêmes biais. C'est la même chose avec des clients. Ils veulent avoir, ils vont prendre ils vont choisir des trucs qui coûtent moins d'efforts de leur part. En ce qui concerne l'idée des attributs traduits, je pense que là, c'est vraiment important de se demander c'est quoi qui influence les individus ou les clients le plus. Parce que quelquefois, et je pense que ça, c'était une bonne distinction de Stern qui a fait cette distinction entre environmental impact et environmental intent. Ça pourrait que tu peux, comme architecte de choix, pousser les gens, les clients dans une direction d'une décision plus durable en utilisant des attributs, en utilisant des traductions qui sont plus alignées avec leurs objectifs. Alors, ça pourrait être aussi on n'a pas eu la possibilité de tester tout ça, mais qu'il y a des gens qui disent, ben moi, c'est vraiment convenience. Je m'en fous de l'environnement, de tout ça. Il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne pour les gens, puis après, utiliser l'information dans une façon pour leur aider de suivre leurs objectifs et en même temps être plus respectueux de l'environnement. Merci. Tu parles du plastique, ça me fait aussi penser à aussi la présentation de Claudia en termes de l'emballage, parce que l'emballage, là aussi, c'est un des aspects où c'est vraiment, c'est pas une question
c'est surtout une question, qu'est-ce qui va arriver après avec l'emballage? C'est pas d'où viennent cet emballage et qu'est-ce qui va arriver après, après mon utilisation, parce que la plupart des gens, alors c'est ça où on devrait rendre toute cette cycle de vie plus tangible un peu pour les gens. Si je peux me permettre, Verena, puis d'ailleurs, je suis dans l'emballage à temps plein. Justement, quand je voyais l'exemple, je vois Emmanuel rire parce qu'il le sait. J'en rêve la nuit. Alors, quand je voyais l'exemple du verre à café qui est intéressant, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une question d'ACV, puis ce qui arrive, c'est que les options durables qui nous sont offertes ne sont pas toutes équivalentes non plus. Il y en a certaines qui, enfin, en bout de piste, vont être recyclables, alors que d'autres ne le seront pas du tout. Là, dans les tasses réutilisables, il n'y en a pas une. Elles ne se comparent pas. Et là, on est beaucoup en train d'attaquer l'usage unique de courte vie et loin de moi la volonté d'en faire la promotion. Par contre, il y a aussi des effets pervers dans les options durables qui nous sont offertes. Et la question que je me demandais, est-ce que dans un nudge, dans ce genre d'approche-là, il pourrait y avoir une comparaison d'options où on amène les nuances aux consommateurs pour qu'ils fassent un choix, comme vous venez de mentionner, le environmental impact or intent, dans le fond, pour qu'ils soient mieux outillés pour faire le choix, parce qu'il faut qu'ils refusent aussi l'option durable s'il n'y en a plus besoin, et l'option durable qui ne fait peut-être pas de sens non plus, parce que la question dans l'emballage, c'est toujours la gestion en fin de vie. Au final, là. Oui, je pense que ça, c'est tout un défi aussi. Avec les tasses réutilisables, on a effectivement essayé, on a réalisé comment c'est compliqué à la fin parce que on voulait regarder aussi si on peut expérimenter avec une différente communication sur les tasses. On a déjà parlé avec quelques cafés en Autriche, à Munich, de voir est-ce qu'on peut essayer quelque chose là pour voir. Le problème avec les... Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi vraiment à isoler dans les expériences, mais qui joue là-dedans, c'est aussi cet effet de spillover. C'est le fait que si j'utilise une tasse et je l'achète, ça me rend aussi un peu plus susceptible de jeter d'autres choses. C'est parce que je suis un peu dans le train de le faire comme ça. Alors, je pense, je m'excuse, Geneviève, est-ce que tu peux encore une fois répéter la question parce que je pense que je vais aller un peu plus loin dans mon... Tu sais, par rapport au parcours du verre à café, puis je l'ai vu beaucoup dans des articles, j'ai vu un super article qui a fait toute une étude de cas sur la question du verre à café, sur des options plus standardisées de ce verre-là à usage unique, mais sur la question de l'achat spontané, sur la question de... Parce que tout revient au facteur humain. Il y a un enjeu de praticité et de convivialité si on n'a pas toujours à traîner avec soi sa maison comme un escargot. Puis, ce n'est pas toujours possible d'avoir avec soi sa tasse réutilisable. Mais quand je voyais l'approche du nudge, j'ai l'impression que cette approche-là est assez facile sur des options de courte vie à usage unique. J'ai l'impression qu'on a plus de difficultés à faire sur les options durables. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il faut encourager les consommateurs vers des options durables et acheter moins, mais il faut être capable de départager l'option durable la plus pertinente. Et c'est là que j'ai l'impression que c'est difficile à faire. Et je me demande si le nudge peut servir à ça. Oui, c'est un bon point parce que ce qu'on voit dans toute cette littérature sur l'économie comportementale, c'est que comme je l'ai mentionné tout au début, les normes sociales descriptives ont un grand impact. Alors, si je vois tout le reste utiliser n'importe quoi pour prendre le café, ça va m'influencer. Et c'est aussi pourquoi, dans le cas de Berlin, avec le Better World Cup, il y a aussi un incitatif monétaire. Il y a les ventes à 100, les ventes sont qu'on donne aux gens qui viennent avec une tasse réutilisable. Le point qui est important, et c'est lié avec ce que je dis à Samuel, je pense que c'est toujours important de savoir qui est la clientèle. C'est comme la base du marketing, c'est de dire on devrait d'abord
comprendre ce sont quoi les motivations et les attitudes et les valeurs de mes consommateurs, mes clients, mes employés, et comment est-ce que je peux jouer d'une façon que ça leur aide, que ça le rend plus facile, donne moins d'efforts de se comporter d'une façon plus durable. Verena, là-dessus, si je peux faire un peu de pouce, une deuxième sous-question. Comment on peut traduire notre stratégie en œuvre, sachant que notre consommateur, justement, n'est pas conscient à 100% des impacts derrière sa décision. Puis ça revient un peu à ce que Geneviève disait, si on prend le contenu d'emballage, parce que je suis un peu dans le domaine aussi, pas mal, on parle toujours de la fin de vie, de la fin de vie, de la fin de vie, mais d'un point de vue logistique, d'un point de vue d'analyse de cycle de vie, c'est une infime portion de l'impact sur le produit au complet. Il y a beaucoup de choses qui sont en amont que le consommateur n'est pas nécessairement au courant parce que l'information est soit mal traduite ou tout simplement pas disponible. Fait on est comme pris entre l'arbre et l'écorce de dire on veut utiliser certains leviers, puis on le sait qu'il y a une portion d'information qui n'est pas encore accessible aux consommateurs qui pourrait aider à faire changer le comportement de manière drastique. Non, mais ça, c'est clair. Sans les informations là-bas, ça va être très difficile de le communiquer de n'importe quelle façon. Je pense en termes de trouver la meilleure façon de traduire ces informations, là, c'est aussi un peu, il faut tester un peu. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai vu aussi une échelle à couleur pour la valeur nutritionnelle. C'est tout dans un effort de combattre un peu le problème de l'obésité. Mais ce que j'ai vu, c'est un reportage des fournisseurs des produits organiques qui ont dit, mais nous sommes désavantagés parce qu'un Coke Zero va recevoir un meilleur score, un vert A, qu'un jus d'orange, parce qu'il n'y a plus de sucre là-dedans, un jus d'orange organique qui va seulement avoir un B en jaune. Et qu'est-ce que ça nous dit en termes de consommateurs? C'est ça la problématique, c'est de trouver, ça c'est un mauvais exemple d'une traduction qu'on a essayé de définir, d'établir d'une façon de aider les gens à trouver des produits qui sont pas trop sucrés, mais on ne fait pas de différence entre quelque chose qui est complètement artificiel et à la fin très mal pour la santé, et quelque chose qui, oui, on ne devrait pas avoir 3 litres de jus d'orange par jour, mais c'est quand même quelque chose qui est plus sain qu'un Coke Zero. Merci. Barbara. Moi, j'avais une petite question tantôt, je ne suis pas certaine d'avoir suivi. Quand tu montrais l'étiquette à propos des produits du type de bricolage là, pour rénover les maisons, et j'ai cru comprendre que tu disais que les gens ne comprenaient pas à quoi ça faisait référence, le grammage, etc. Est-ce qu'il y a eu des études pour voir comment est-ce que ça pourrait... quels sont les freins à la compréhension des gens? Ouais, c'est ça. C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'on sait c'est quoi les freins? C'est intéressant et c'est quelque chose qu'on essaie au moment aussi. Le problème, et c'est pourquoi je reviens maintenant, on fait plusieurs expériences en ligne pour savoir est-ce que c'est tangibility, est-ce que c'est vividness, parce que c'est plus vivide de penser à des arbres que de penser à des joules d'énergie. Alors, est-ce que c'est on regarde vraiment des littératures très différentes? On regarde, par exemple, la littérature sur magnitude matching. Comment est-ce que tu peux comparer le son avec la lumière, des choses comme ça? Alors, on est vraiment en train d'essayer de vraiment établir pourquoi. Il y a une littérature que je trouve personnellement très intéressante, et ça vient de la côté donation behavior. Et là, ce qu'on voit, c'est, on l'appelle the identifiable victim effect. C'est le résultat que les gens vont donner plus d'argent si c'est une campagne avec une seule personne, plutôt que de dire voici les milliers de personnes qui sont affectées, donnez de l'argent. Parce que c'est comme trop gros, trop abstrait, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Et ça,
le mécanisme derrière cette identifiable victim effect devrait, et c'est ce qu'on essaie d'établir maintenant, devrait être similaire de cette idée de pourquoi est-ce qu'un arbre fonctionne, mais 181 grammes de CO2 ne fonctionne pas autant que l'arbre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus facile d'identifier un arbre que d'identifier 181 grammes de CO2? Alors, je pense que cette littérature est très prometteur et on a conçu plusieurs expériences afin de tester ça, mais au moment, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça pourrait aller dans cette direction. Identifiable, tangible, vivid. Alors, est-ce que tu as une image en tête? Moi, je vois un poumon, personnellement. Et merci beaucoup. Raphaël, si tu veux. Oui, merci pour la présentation, Verena. J'ai deux questions. Une, c'est, Oui. j'ai bien compris, tu dis les nudges dans ton expériment, ils sont pour des gens qui ont déjà des valeurs environnementales, environmental attributes ou quelque chose comme ça. Et là, je me demandais, par exemple, avec l'exemple de Bixit, pourquoi c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas cibler la même idée avec, par exemple, des attributs de santé où les gens font ça pour des raisons qui ne sont pas du tout très environnementales, mais on peut avoir le même effet, comme le lifestyle of health and blablabla. C'est le type de questionnement. Donc, je me demandais juste pourquoi c'est nécessaire de faire ce choix très limité, peut-être. On peut aussi attirer par d'autres raisons. Et la deuxième question, juste pour ajouter, peut-être, c'était, je suis tout à fait d'accord qu'avec ces labels, normalement, des consommateurs normaux comme moi, ça ne dit rien, comme sur le fameux washing machines, etc. C'est totalement nul comme information. Mais en même temps, je demande si on fait ces traductions avec l'arbre, on reste aussi encore très dans ce paradigme de choix de consommateur qui reçoit trop d'informations. Et est-ce qu'on ne peut pas faire le même type que tu as fait avec des nudges qui sont déjà des bundles eux-mêmes? Donc, ce que je veux dire avec l'arbre, c'est très, très cognitif comme information et il y a beaucoup comme la discussion a montré, aussi peut-être beaucoup de choix dedans. Est-ce que les efforts des compagnies ou d'autres personnes qui font des brands comme produits régionaux, est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça comme, si on veut, de bundles qui donnent d'informations qui sont très importantes pour l'économie circulaire, même si s'ils sont composés par beaucoup de dimensions? Je ne sais pas si ça fait du sens, mais… Oui, donc… je vais commencer avec la première question, si je me rappelle. Alors, là, le point, évidemment, nous sommes Christophe et moi, on est vraiment intéressés afin de savoir comment est-ce qu'on peut promouvoir des comportements plus verts, je veux dire. Alors, on s'est concentré vraiment dans cette étude, je veux dire, cette recherche, projet de recherche, sur est-ce que la communication en termes des arbres de CO2, dans le cas de Bixi, est-ce que ça fonctionne en termes de promouvoir le comportement désirable, c'est-à-dire prendre plus de Bixi, prendre moins de voitures. On a aussi, comme je dis, des self-report measures aussi. Christophe, selon mes connaissances, il fait aussi des recherches dans le domaine de santé, aussi dans le domaine de épargne, je pense. Alors, il regarde aussi un peu toute la traduction en termes de calories versus il faut courir pour 2 heures afin de brûler cette hamburger. Alors, ça, c'est aussi ouais, on discute quelquefois, j'ai dit, ça fait rien pour moi parce que si je sais qu'un donut, c'est comme courir pour 3 heures, je suis comme, OK, c'est comme… Là, on s'appelle
pocket effect. C'est comme, si on a suivre un régime, on voit à quel point ça a des impacts négatifs. On est comme, OK, maintenant je m'en fous, je vais manger tout ça. Mais ça, c'est aussi possible. Alors, ça existe aussi dans le domaine de santé. Ça existe, je pense, dans plusieurs domaines. Il faut toujours essayer de trouver des différentes traductions qui sont intéressantes pour ce domaine-là. Et encore une fois, j'imagine il y a des gens qui suivent une diète à la base des calories. Il y a des autres qui pensent, ben, combien de temps est-ce que je devrais passer sur mon treadmill après? Il y a des différentes personnes. On devrait trouver toujours la façon avec laquelle c'est mieux lié avec la personne. Et c'est aussi pourquoi nous, et c'est dans une autre un projet de recherche, on veut aussi montrer à quel point les attributs traduits sont plus éthiques en termes d'intervention. Parce que, premièrement, on ne pense pas qu'on va mettre tout le monde, comme je dis, dans la même boîte. Tout le monde devrait faire A, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure décision. L'autre chose, c'est, on est en train de l'établir, ça, mais ça fonctionne très bien. C'est comme, il y a un competence building effect. Alors, les gens qui voient des panneaux qui sont utiles, on voit qu'ils se trouvent, qu'ils ont des mesures de self-efficacy qui sont plus élevées. Alors, ils comprennent eux-mêmes mieux. Ils sont en train d'établir des capacités afin de faire des décisions plus durables eux-mêmes. Et ça, je pense que ce qui est intéressant aussi en termes de Bixi, on voit que les gens, et ça, c'est un effet qui fonctionne à travers le warm glow, on l'appelle warm glow. Alors, les gens qui reçoivent des informations sur l'impact positif sur l'environnement se sentent mieux moralement. C'est une échelle qui mesure le warm glow. Et après, ils sont plus satisfaits avec le service. Ils sont plus satisfaits avec le produit. Là, j'ai un collègue, Alitesa, qui a une belle étude sur ça, qui montre que les produits qui sont présentés, communiqués en termes de marketing en termes de produits recyclés, par exemple, des écouteurs, les gens trouvent que les écouteurs sont mieux, de meilleure qualité que les autres. Alors, c'est parce qu'on se sent mieux en utilisant les produits verts. J'espère que ça répond à la première question. Oui, c'est possible d'avoir des autres traductions. La deuxième, maintenant, je ne me rappelle plus. Je m'excuse. C'était sur... L'idée, c'était que une charme pour moi de ce type de recherche, c'est de dire on ne fait pas vraiment des choix très cognitifs normalement. Je crois que c'était système A et système 2. Oui. Et donc, je crois qu'on peut aussi un peu quitter cette trace de Cass Sunstein et sa philosophie libertariste qui est derrière le nudges et s'intéresser juste pour le système A et système 2, comment on fait des choix. Et donc là, c'est pourquoi la question pour quels sont des nudges intéressants. Est-ce qu'on doit commencer à travers des nudges très, très cognitifs comme l'arbre numérique, si on veut, ou à travers des symboles qui sont très riches contextuellement et qu'on on peut construire à travers des différents axes, comme fait en région, et qui sont peut-être plus affectives, même si on ne peut pas les traduire comme un arbre juste dans quelques kilogrammes, mais qui peut-être comportent beaucoup de choses. Oui, idéalement, je trouve que c'est un bel point et je pense que je le comprends correctement, le commentaire de Jean-Charles dans le chat que je trouve intéressant. C'est un indicateur national, mais peut-être encore plus régional. Et indicateur, je sais que ça donne encore l'impression que c'est tout cognitif, mais c'est aussi d'établir un sentiment d'appartenance locale. Et c'est ça, évidemment, maintenant pour des calculations à grande échelle, c'est plus facile de dire, ben voici un arbre moyen européen. Je sais que ça donne vraiment rien à la fin, ça n'existe pas, cet arbre moyen, dans cette combinaison. Mais c'était un peu utilisé pour les calculations. Mais oui, le savant Beaumier en Abitibi-Témiscamingue
Ça pourrait être beaucoup mieux traduction. Ça pourrait être quelque chose que même les enfants, les ados peuvent identifier, peuvent dire, voici, j'ai sauvé deux arbres comme ça parce que ma mère m'a amené à l'école avec le bus plutôt que la voiture. Alors, ça nous donne aussi un sentiment d'être embeddedness. Je pense que idéalement, c'est là où on se rend avec cette idée d'attribut traduit. Ouais. C'est comme pour établir l'effet, on a utilisé ces bizarres constructions de arbres moyens. C'est comme la personne moyenne, n'est-ce pas? Mais c'est, oui. Et là, idéalement, on départ un peu de cette vision très cognitive à aussi une vision un peu plus communautaire. Je pense que ça serait important pour moi de voir à quel point on peut aller vers ça. Avec Barbara, on a aussi discuté dans les cours approche marketing, je fais du développement durable, c'est pas de marketing maintenant, product placement. Non, mais on a discuté des communautés de partage, par exemple, dans des bâtiments. On pourrait regarder comment le partage de certains produits pourrait aussi avoir un impact positif en termes d'une communauté d'un bâtiment. Je pense que ça, c'est... comme Samuel a dit aussi, il y a plusieurs leviers. Il faut voir qu'est-ce qui fonctionne mieux en termes de unité, en termes de traduction, moi, je trouve cette idée avec l'utilisation d'un sapin, c'est parfaitement lié avec ce que je dis avec Identifiable Victim. C'est l'arbre que je peux identifier à côté de ma station de bus. Si je peux l'identifier. Moi, je ne suis pas très, très bon avec ça, mais c'est ça l'idée, de rendre ça un peu plus tangible. J'aurais une petite question. Est-ce que dans les études et ceux qui poussent ce type d'approche-là en voient en mesure ou en évaluent les effets pervers? Est-ce que ça risque de conforter le consommateur dans son geste d'achat et même de l'inciter à acheter des choses dont il n'a pas besoin? Oui, c'est un très bon point. On a essayé mais c'est extrêmement difficile de trouver vraiment des façons de mesurer cette idée de soit un spillover positif ou négatif avec des comportements réels. Alors, nous, on a demandé, comme je dis, des self-reports en termes de recycler les produits, acheter des produits biologiques, des trucs comme ça. Là, on voit qu'il y a une tendance positive qui n'est pas significative dans notre échantillon de Bixi au moins. Ou de cette étude sur le terrain, on a une tendance, mais pas des résultats significatifs. On a essayé, je pense que ça serait super cool si jamais ça fonctionne. On a demandé aussi à tous nos participants d'aller vers Hydro-Québec et mettre les kilowattheures qui sont utilisés dans le sondage. Parce qu'on a pensé là, on a vraiment la possibilité d'avoir un autre comportement réel, de voir à quel point est-ce que un mois de prendre le Bixi et d'avoir des rétroactions sur comment tu as sauvé des arbres. Est-ce que tu rentres à la maison en novembre et tu mets 24 degrés parce que je travaillais toute la journée à sauver des arbres. Malheureusement, c'était très noisy. Il y avait beaucoup de gens qui ont écrit n'importe quoi. Alors, c'était extrêmement difficile de trouver une façon d'avoir un autre comportement. J'ai mentionné cette idée avec collaborer avec des cafés, de trouver, de voir comment les consommateurs prennent des choix en termes de tasses réutilisables ou non. Aussi avec la possibilité de regarder après qu'est-ce qu'ils font avec, par exemple, une brochure
qu'on leur donne, est-ce qu'ils le mettent dans la propre poubelle ou non? Alors, ce sont souvent des designs comme ça où on essaie d'avoir une idée. Est-ce qu'un comportement qui est considéré comme environnemental va avoir un effet positif à un autre, dans le sens que tu essaies, il y a des théories qui confirment un peu toutes les possibilités. On veut être consistante. Moi, je me considère comme une personne environnementale, ou consciente de l'environnement. Alors, je vais faire mais je vais aussi mettre le papier dans la propre poubelle. Ou est-ce qu'il y a ce que je mentionnais avant, le moral licensing? Est-ce qu'un comportement positif va effectivement être, je ne veux pas dire causer, mais influencer un autre comportement qui est moins durable? Je vais faire la maîtrise du temps. On pourrait peut-être prendre une dernière petite question. Je vois qu'on a une main levée et puis après, wrap up avant de se laisser. Oui, merci Verena pour cette présentation très, très intéressante. Moi, j'aurais une question par rapport au niveau de scolarité générale des personnes. Est-ce que vous avez mesuré ça dans vos études? Si je ne me trompe pas, il y a une corrélation entre les éco-gestes et le niveau de scolarisation générale des consommateurs. Je pense que Verena, elle est gelée. Ou que Je suis là, je suis désolée. c'est Internet qui... Oui, c'est ça. Je vois, il y a encore une question. Je n'ai pas entendu ce que Anne-Sophie a dit. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui. Je pense que Aaron a posé une question. Ouais. Oui, pardon, je peux répéter. Juste une question par rapport au... En fait, on a vu qu'il y a ce score personnel écologique. Est-ce que vous avez mesuré aussi le niveau de scolarisation des consommateurs? Parce que si je ne me trompe pas, il y a une corrélation entre le niveau de scolarisation et les éco-gestes généralement en écologie. Oui, c'est un bon point. On n'a pas inclus des mesures pour l'éducation dans les expériences en ligne, mais on l'avait pour Bixi et là, on ne voit pas d'effet. Alors, ça fonctionne pour tous les gens, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, un des avantages, c'est aussi, on parle ici, on a inclus des mesures sur ce qu'on appelle la numératie. Alors, la capacité d'un individu de comprendre des chiffres, parce qu'on a pensé que ça va être surtout utile pour les gens qui ont des difficultés avec tous ces différents grammages, avec l'idée de calculer un peu l'impact final, tout ça. Non, on ne l'a pas vu, mais c'est encore une perspective qu'on trouve intéressante en termes d'explorer pour avoir aussi des nudges et des coups de pouce qui sont plus égalitariens. Plus démocratique, égalitaire, merci. Parce que ça fonctionne pour tout le monde et pas seulement pour les gens qui ont déjà un certain niveau d'éducation, qui ont une certaine compréhension. Ça fonctionne pour tout le monde. Tout le monde a une idée d'un arbre, c'est ça. Alors, ça, c'est, comme je dis, c'est tout dans le projet où on développe un peu cette schéma éthique de nudges et je comprends vraiment bien tout ce qui est... Et je suis d'accord, il y a beaucoup de critiques autour de ça, mais je pense aussi qu'on devrait va un peu au-delà de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce que tu as mentionné, Aaron, c'est intéressant et c'est quelque chose que j'ai montré, je pense que mes anciens étudiants se rappellent peut-être. Les calculations étaient faites dans un effort de faire un type de calculateur de footprint qui est basé non sur l'idée de voici tes ressources et tout ce que tu fais est vraiment très mal et tu vas
endommager l'environnement et maintenant tu vas prendre la voiture, mais qu'est-ce que ça te donne, tout ça, mais dans une façon de rendre tout ça dans une optique plus, je veux dire optimiste, gain frame, de dire chaque geste va faire une différence. Chaque fois que tu dis, je vais prendre le bus plutôt que la voiture pour aller à HEC, ça me donne 3 arbres. Chaque fois que je prends une douche plutôt que de me baigner dans des centaines de litres, ça me donne des arbres. Alors, c'est ça un peu, c'est l'idée d'encourager, de trouver des façons d'encadrer ça dans une optique plus positive afin d'avoir cette, je veux dire, empowerment, plutôt que de dire, oh, mais voyons, tu utilises 3 terres, ça ne fonctionne pas. C'est comme, tous les calculateurs des footprints, c'est un peu dans cette optique. Et je pense que là, on se rend vraiment dans une autre perspective de voir encourager les comportements, même si ce sont des petits comportements. Parfait. Mais donc, je pense qu'on a fait le tour. Emmanuel, je ne sais pas si tu aimerais faire un mot de conclusion. Moi, j'aimerais juste faire un mot en fait de conclusion. C'est sur le lien entre. C'est autour du mot de traduction, parce que la plupart de nos indicateurs sont traduits autour d'une unité qui est le dollar. Oui. Et en même temps, c'est une unité qui traduit notre temps. On est payé à l'heure, qui traduit, mais qui représente très mal les coûts environnementaux, comme tu le disais, les coûts sociaux, les coûts à court terme et à long terme. Donc, d'un côté, on a cet indicateur qui est l'indicateur à peu près, au moins en Occident, à peu près universel ou très, très majoritaire. Puis l'enjeu dont tu parles à travers tes recherches sur les nudges, c'est comment faire contenir dans un seul, comment face à cet indicateur qui n'est pas forcément représentatif de tous les coûts, justement, faire de telle sorte qu'on traduise pour une population aussi large que possible, d'une façon aussi précise que possible, une myriade d'indicateurs sociaux, environnementaux. Et puis ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est du côté de l'ACV, il y a beaucoup de données qui sont présentes, mais effectivement, le langage, il est très hermétique pour la majorité de la population. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est souvent les ACV sont achetés par les entreprises. Donc, après, il y a peut-être un enjeu aussi de propriété intellectuelle autour des ACV. Donc, probablement, il y aurait peut-être une conversation à avoir peut-être avec nos collègues qui font des ACV ou le CIREG ou autres pour voir comment justement faire comment eux envisagent cet enjeu de traduction et puis d'information auprès du grand public. Oui, et moi, j'ai hâte, j'aime beaucoup la discussion qu'on a maintenant. Et si jamais il y a des questions ou des idées, ou s'il y a des questions, comment est-ce que ça pourrait fonctionner pour moi dans ce contexte spécifique, j'ai vraiment hâte de continuer la discussion. Un super grand merci, Verna. C'est toujours passionnant. Donc, merci à vous. Juste avant de se laisser, j'aimerais juste faire un petit mot par rapport au prochain séminaire qui va avoir lieu. Voilà, je fais ma petite publicité. Et aussi pour ceux qui ne sont pas sur nos listes d'envoi, vous pouvez mettre là sur le chat votre adresse courriel. Comme ça, je vous ajouterai à la liste du pôle 3C pour que vous puissiez avoir directement nos invitations. Premier point. Deuxième point, le 25 mai prochain, à la même heure, au même endroit, il y aura donc un séminaire sur les fruits et légumes moches. Donc, ce sera une perspective critique. Donc là, on sort un peu de la vision idéale de cette formule-là. Et ce sera présenté par Joanne Labrec et Jonathan Deschênes, qui sont tous les deux chercheurs, professeurs à HEC en marketing. Des collègues.
Voilà, des collègues. On continue avec les départements de marketing. C'est ça. Voilà, donc voilà pour la prochaine, pour le prochain événement. Donc, merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants et bien sûr à Verena pour cette intervention qui était vraiment très, très intéressante. Mais merci à la superbe audience. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.